Bonjour, bienvenue au cours des probabilités et statistiques. Aujourd'hui, nous allons étudier les variables aléatoires. Commençons par un petit rappel sur les probabilités. Une probabilité est une application P associant à chaque sous-ensemble. Les individus peuvent avoir des caractéristiques numériques. Par exemple, si nous prenons une population humaine, on peut associer à chaque individu sa taille. Toute caractéristique numérique définie sur la population est une variable aléatoire. Les mots aléatoires peuvent susciter un doute. En effet, pourquoi parler d'aléatoire? L'âge, la taille, les revenus ne sont pas aléatoires. La réponse est la suivante. Nous ne nous intéressons pas aux valeurs individuelles. Je ne souhaite pas pouvoir dire d'un individu donné quelle est sa taille. Par exemple, nous pouvons nous poser des questions du genre quelle est la fraction des individus ayant une valeur d'x inférieure ou supérieure. De manière un peu plus précise, nous pouvons considérer l'ensemble oméga que voici. Dans cet ensemble, nous avons un individu oméga 1. Puis un individu oméga 2. Et ainsi de suite, nous pouvons considérer d'autres individus. L'application X, la caractéristique numérique de chaque individu, établit un lien entre l'ensemble oméga et la droite des nombres réels. Par exemple, de même, pour les autres individus, nous avons des valeurs dans la droite réelle qui correspondent aux valeurs de la caractéristique numérique X pour ces. Nous ne souhaitons pas connaître la valeur d'X pour chaque individu. Nous souhaitons oublier l'ensemble oméga. Et, de facto, nous nous intéressons à voir seulement les valeurs d'X. Combien de flèches arrivent dans chacune des valeurs d'X?
Par exemple, pour les graphiques donnés, nous avons 2 fois la valeur d'x3. Il y a 2 individus pour lesquels x prend cette valeur. Il y a un seul individu pour lequel x prend la valeur x2. En termes de probabilité, je peux diviser chacun de ces chiffres par le nombre total d'individus de la population. J'obtiens alors des fréquences relatives, c'est-à-dire une manière simple de représenter ces résultats consiste à utiliser un histogramme normalisé. Nous traçons dans l'axe horizontal les valeurs possibles. Il existe une deuxième façon de représenter ces résultats, qui consiste à faire la fonction cumulative. Nous cumulons les résultats en déterminant. Pour construire cette fonction cumulative, nous devons faire l'addition des probabilités des chiffres qui sont inférieurs à x. Ainsi, le passage de la représentation graphique de cette fonction se traduit par une fonction qui est croissante, les valeurs augmentent, et qui prend des paliers successifs avec les valeurs des entre 2 paliers. Les sauts correspondent à la probabilité de la valeur précédente, comme nous l'avions remarqué. Revenons à la situation standard où nous avons notre univers oméga, l'application x, la droite des nombres réels. Dans la droite réelle, je peux considérer un intervalle AB. Les valeurs d'x qui se trouvent dans cet intervalle AB correspondent à une partie de oméga, dite la préimage de AB. La notation de la préimage est celle-ci, x moins 1 de AB. Cette préimage, x-1 diab, est un sous-ensemble de oméga. Elle est formée des individus d'oméga pour lesquels la valeur d'x, comme nous l'avons vu dans les cours sur les probabilités, pour calculer cette probabilité, nous devons intégrer la fonction de masse sur la préimage, sur l'ensemble. La situation est analogue si, à la place de l'intervalle AB, nous avons un intervalle moins infini jusqu'à x. Nous procédons de la même façon. Nous regardons dans l'ensemble oméga quels sont les individus pour lesquels la valeur d'x tombe dans l'intervalle moins infini. Donc, la préimage est un événement pour lequel nous avons une probabilité. Il s'agit ici de la probabilité de x-1 de l'intervalle moins infini. Et, comme nous l'avons vu, nous pouvons la calculer à l'aide d'une fonction de masse en intégrant la fonction de masse mu sur l'ensemble des oméga qui vérifie. Nous construisons alors une fonction f de petit x égale à la probabilité d'x inférieure à petit x, qui est égale à la probabilité. Comme nous l'avons déjà observé, on peut calculer cette probabilité à l'aide de la fonction de masse. Il suffit d'intégrer mu, la fonction de masse,
sur l'ensemble des oméga. Ce qu'il faut noter est que cette fonction contient toute l'information sur la distribution des valeurs de x. Nous l'appelons la fonction de répartition de x. Ou alors la fonction cumulative de x. Nous disons aussi que f est la distribution de x. Enfin, on dit que f est la loi de x. Reprenons un exemple que nous avons traité dans les cours sur les probabilités. Considérons l'ensemble oméga égal à 0,1, un intervalle des nombres réels. Ceci correspond à une fonction de masse mu de oméga constante égale à 1. Considérons une variable x de oméga égale oméga au carré. Il s'agit d'une caractéristique numérique qui associe à chaque individu son carré. Dire que x est inférieur à petit x est la même chose que dire que oméga au carré est inférieur à x. C'est-à-dire que oméga est inférieur à racine de x. Ainsi, la préimage de l'ensemble moins infini x par x est l'intervalle 0 racine de x. En utilisant la définition, nous voyons que la probabilité d'x inférieure à petit x est égale à racine de x moins 0, soit racine de x. Nous obtenons ainsi la fonction de répartition de cette variable aléatoire. La fonction de répartition est racine de x sur l'intervalle 0,1. Reprenons encore ces mêmes exemples, mais avec une autre fonction. Considérons à présent x d'oméga égale à signe d'oméga moins 1 demi. La fonction signe ne peut prendre que trois valeurs, moins 1, 0 ou 1. Elle prendra la valeur moins 1 lorsque oméga moins 1 demi est négatif. La fonction de répartition prend alors cette allure, un escalier avec trois marches. Ça démarre à 0, les premiers sauts nous amènent à la position 1 demi et puis à la position. Ces deux exemples introduisent une distinction usuelle entre les variables aléatoires. D'une part, les variables continuent lorsque l'image de x est un intervalle ou une réunion d'intervalles. D'autre part,
les variables discrètes lorsque l'image d'x est un ensemble fini ou dénombrable. Par exemple, considérons l'intervalle moins 1 comme étant la population. Et sur cet intervalle, la caractéristique numérique, la variable aléatoire, x pour le deuxième cas, considérons sur les mêmes intervalles la fonction x d'oméga égale signe d'oméga. Maintenant, l'image d'x prend trois valeurs possibles. Il s'agit donc, dans le premier cas, l'image d'x est un intervalle. Il s'agit bien d'une variable continue. Dans le deuxième cas, l'image d'x est un ensemble fini. Donc, x est une variable discrète. Récapitulons les idées exposées jusqu'à présent. Nous définissons la fonction des répartitions ou fonction cumulative comme étant f de x égale la dérivée de la fonction des répartitions est la densité des probabilités. Ces idées se généralisent à la situation multidimensionnelle où nous avons un vecteur. Dans ces cas, grand X est un vecteur grand X1, grand Xn, et la fonction des répartitions est une fonction de petit x de l'ensemble des variables définie de la manière suivante. Chaque composante xi de vecteur grand X est inférieure quant à la densité des probabilités, elle est la dérivée énième de la fonction des répartitions par rapport à toutes les variables. Ces fonctions ont de nombreuses propriétés que vous trouverez dans les cours écrits. Par exemple, f est une fonction croissante. Quant à la densité de probabilité, elle est non négative. La limite de la fonction de répartition vers moins infini vaut 0. Et sa limite vers plus infini vaut 1. Pour déterminer la probabilité pour que x soit compris entre a et b, nous devons calculer la différence f de b moins f de a. Cette différence est égale à l'intégrale de la densité de probabilité entre a et b. Rappelons que la densité de probabilité est la dérivée de la fonction de répartition. Et que nous pouvons aussi déterminer cette probabilité à l'aide de la fonction de masse en intégrant mu sur la préimage de l'intervalle AB. Pour déterminer la probabilité d'x supérieure ou égale à A, nous faisons 1 moins f de A. Lorsque nous avons une fonction d'une variable aléatoire, phi d'x, notée y ici, nous définissons son espérance mathématique ou sa moyenne
Il est possible de calculer l'espérance mathématique en fonction de la densité des probabilités à l'aide de cette autre formule. Ou encore à l'aide de la fonction de masse. Rappelons que cette formule définit une quantité que nous appelons l'espérance mathématique de Y. Très souvent, on oublie les mots mathématiques et on parle simplement de l'espérance de Y. Et de manière un peu plus usuelle, on parle de la moyenne de Y. Pour des variables discrètes, l'intégrale est remplacée par une somme. Donc, pour calculer l'espérance dans les cas d'une variable discrète, nous faisons la somme des probabilités de x égale à xi fois phi de xi sur toutes les valeurs possibles. Comme nous l'avons vu dans les cours sur les probabilités, il est possible d'écrire cette somme discrète sous la forme d'une intégrale. Cette intégrale fait intervenir des masses de Dirac dans la fonction de masse. Comme nous l'avons vu dans les cours sur les probabilités, si la fonction de masse mu est une somme des masses de Dirac, alors l'intégrale conduit à une somme de pi x de oméga i. Reprenons notre exemple où la population est donnée par les nombres réels de l'intervalle 0,1. Comme précédemment, nous considérons une probabilité sur oméga définie par P de E égale à B moins A lorsque E égale à AB. Comme nous l'avions déjà observé, ça correspond à une fonction de masse constante égale à 1. Reprenons la caractéristique numérique, la variable aléatoire, x d'oméga égale à oméga au carré. Comme nous l'avions déjà vu, la fonction de répartition est racine de x sur l'intervalle 0,1. Nous pouvons alors déterminer la densité des probabilités. Il suffit de dériver la fonction de répartition. Nous obtenons 1 sur 2 racine de x sur l'intervalle 0,1. Considérons phi de x égale à x à la puissance p avec p supérieur ou égal à 1. La moyenne des phi de x se calcule en utilisant la formule. Nous devons multiplier la densité des probabilités par x à la puissance p. Nous avons donc
x à la puissance p moins 1. Considérons le deuxième cas que nous avons traité, celui où x d'oméga est égal au signe d'oméga moins 1,5. Cette variable est discrète. Nous avons p de x égale à moins 1 égale à p de x égale à 1 égale à 1,5. Et pour les autres valeurs, la probabilité est nulle. Prenons la même fonction, phi de x égale à x à la puissance p. La moyenne de phi de x est égale à p de x égale à moins 1 qui multiplie phi de moins 1 plus p de x égale à 1 qui multiplie phi de 1. Nous avons donc que l'espérance de phi est égale à moins 1 à la puissance p plus 1 divisé par 2. C'est-à-dire que la moyenne d'x à la puissance p vaut 1 pour p pair et 0 si p est un nombre impair. La moyenne des phi x est la constante qui réalise sa meilleure approximation en termes de moindre carré. C'est-à-dire qu'étant donné lambda un nombre réel, nous pouvons considérer les écarts y d'oméga moins lambda au carré. Nous pouvons calculer la moyenne de ces valeurs. Passons à x, nous obtenons l'intégrale sur R de phi de x moins lambda au carré f de x dx. Il est aisé de calculer la dérivée de cette fonction par rapport à lambda. Nous obtenons 2 fois l'intégrale de lambda moins phi qui multiplie la densité de probabilité sur cette dérivée est nulle lorsque lambda est égal à l'espérance de phi de x. L'erreur commise dans cette approximation est la variance de la variable aléatoire. Nous calculons la variance soit en utilisant la fonction de masse, soit la. L'expression que nous avons calculée précédemment, moyenne de x à la puissance p, est dite moment d'ordre p dx. Comme les calculs précédents, nous pouvons déterminer les moments soit en utilisant la fonction de masse, soit la densité des probabilités. En particulier, la moyenne d'x correspond à phi de x égale à x. Donc, la moyenne d'x peut être calculée à l'aide de la fonction de masse ou de la densité des probabilités. Comme nous avons indiqué précédemment, la variance est l'erreur commise dans cette approximation. Elle aussi peut être calculée à partir de la fonction ou de la densité des probabilités.
Nous obtenons ainsi la formule classique qui définit la variance. La variance est l'espérance de x moins l'espérance de x au carré. En développant cette expression, nous obtenons une formule alternative pour la variance. La variance est la moyenne d'x au carré moins la moyenne d'x au carré. Rappelons que la moyenne d'x au carré est les moments d'ordre 2 dx et la moyenne d'x est les moments d'ordre 1 dx. La variance n'a pas les mêmes unités que la variable x. En effet, pour le calcul de la variance, nous faisons intervenir les carrés d'x. Ainsi, l'unité de la variance est celle du carré des unités de x. Pour obtenir une quantité ayant les mêmes propriétés que la variance, mais ayant les mêmes unités que x, on utilise l'écart type sigma de x égale à la racine de la variance. Il existe un grand nombre d'inégalités concernant les variables aléatoires. Par exemple, l'inégalité de Schwarz, qui dit que la moyenne du produit xy est inférieure. Nous avons aussi l'inégalité de Markov, qui donne une estimation, une borne supérieure pour la probabilité du module de x supérieur à A. On peut l'écrire en utilisant les moments d'ordre 1. L'inégalité de Chebyshev donne une estimation pour la probabilité pour qu'une variable s'écarte de sa moyenne. Enfin, l'inégalité de Jensen indique que pour une fonction g convexe, g de la moyenne de x est inférieur ou égal à la moyenne de g de x. Il existe une manière commode de déterminer les moments d'une variable x. Il s'agit d'utiliser la fonction génératrice des moments qui est définie comme étant la moyenne d'exponentielle de zx. En effet, nous pouvons considérer un développement en série de Taylor de l'exponentielle de zx, qui est égale à la somme de 0 à l'infini de z à la puissance k sur factoriel de k, x à la puissance k. En prenant la moyenne dans cette expression, nous voyons apparaître les moments comme étant les coefficients du terme z à la puissance k sur factoriel de k. La moyenne d'exponentielle de zx est égale à la somme de 0 à l'infini du moment d'ordre k qui multiplie z à la puissance k sur factoriel de k. Nous pouvons comparer cette expression au développement de Taylor de la fonction phi, qui s'écrit somme de 0 à l'infini de la dérivée d'ordre k de phi en 0, z à la puissance k sur factoriel de k. En comparant les deux expressions, nous voyons que les moments d'ordre k de x est la dérivée d'ordre k de phi en 0. Donc, donner la fonction phi permet de déterminer tous les moments de la variable x. Une autre fonction utile est la fonction caractéristique, qui est la moyenne d'exponentielle de itx. Nous voyons
qu'il s'agit de remplacer Z par I fois T. On peut adopter la même démarche en développant en série de Taylor des exponentielles d'ITX. Puis, nous prenons la moyenne dans cette expression et nous voyons apparaître les moments multipliés par I à la puissance k comme coefficient de Z à la puissance k sur factoriel de k. À nouveau, nous pouvons considérer un développement en série de Taylor de la fonction phi. Ce développement est identique au précédent. En comparant les deux expressions, nous voyons que le moment d'ordre k dx est égal à la dérivée d'ordre k de phi en 0 divisé par I à la puissance k. La fonction caractéristique et la fonction génératrice des moments sont des outils commodes non seulement pour déterminer les moments, mais aussi pour caractériser la distribution des variables aléatoires. Nous verrons ça plus tard. La fonction génératrice des moments et la fonction caractéristique ont des relations évidentes. Par exemple, la fonction caractéristique calculée en t est égale à la fonction génératrice calculée en I fois t. Réciproquement, la fonction génératrice calculée en z est égale à la fonction caractéristique calculée en moins I fois z. Rappelons aussi que nous pouvons calculer la fonction génératrice en utilisant la fonction des masses mu ou la densité des probabilités f. De manière analogue, nous pouvons calculer la fonction caractéristique soit en utilisant la fonction des masses, soit en utilisant la densité des probabilités. Notons que la dernière expression, les calculs de la fonction caractéristique à l'aide de la densité des probabilités, nous conduit à déterminer la transformée du Fourier de la densité des probabilités. Vous trouverez dans les cours écrits les distributions usuelles telles la loi de Bernoulli, la loi binomiale, la loi du Poisson, la loi binomiale négative, ou la loi uniforme continue, la loi de Gauss, la loi normale, la loi d'Oukideux, la loi de Student-Fischer, la loi F de Fischer, la loi exponentielle. Ces distributions sont usuelles et souvent utilisées. Vous trouverez l'expression de leur distribution de probabilité ainsi qu'un certain nombre de propriétés dans les cours écrits, dans la littérature ou sur Internet. Nous terminons ici notre petite exploration des variables aléatoires. Il vous reste à faire des exercices pour maîtriser ces notions. Merci, au revoir.